Voilà, nous sommes maintenant à l'intérieur du pavillon Helena Rubinstein à Tel Aviv, en Israël, en compagnie de l'artiste Henri Sala. Bonjour, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. C'est en plein préparatif de votre première exposition solo en Israël, dans ce musée. On voit d'ailleurs des gens qui préparent quelque chose que vous avez demandé, vous, sur maquette, un peu auparavant. J'ai réfléchi un peu quelles seraient les pièces qui vont à la fois avec mon envie actuellement de quoi exposer, qui vont avec l'espace. En fait, c'est un espace qui est c'est en 3 niveaux comme ça, mais ce n'est pas des vrais niveaux, c'est des niveaux qui sont un peu décalés et connectés à la fois. Et c'est quelque chose qui m'intéresse dans le faire d'une exposition. C'est, comme je disais, ne pas montrer chaque pièce à part. Et à part entière, mais que ce soit l'expo, que ça devienne quelque chose à part entière et pas chacune des éléments qui contribuent dans l'expo. Alors, avec Henri Sala, nous sommes là maintenant dans le pavillon Helena Rubinstein. On voit des gens en train de peindre le sol en gris, parce que vous avez demandé, Henri, à ce que tout soit repeint en gris. Je vous propose... Pardon, vous vouliez dire quelque chose, non? En fait, ce n'est pas tellement la couleur, c'est aussi la réflexion. Là, ce qu'ils peignent en ce moment, c'est qu'on met une couche de vernis. Comme ça, le sol il va refléter beaucoup plus tout ce qui la réflexion de la vidéo, etc. Donc, du coup, la vidéo, elle ne sera pas juste une projection sur le mur, mais ce sera une pulsation de lumière dans l'espace. Alors, je vous propose, pour ceux qui ne vont pas pouvoir venir voir cette exposition au pavillon Rubinstein, que peut-être vous nous expliquiez un petit peu les œuvres que l'on voit derrière nous. Il y a par exemple ce mur, j'ai cru comprendre que c'était comme un mur hommage à la chanson des Clash, Should I Go, Should I Stay? Moi, j'appelle ça plutôt un paravent qui serait à l'extérieur, ce serait un paravent urbain. En tout cas, il y a des ouvertures. Des enfants, ils peuvent même passer entre les 2-3 parties du paravent. Ça représente, en beaucoup plus grand et dans un autre matériel, ça représente une partie de la musique de Should I Stay or Should I Go pour l'orgue de Barbarie. En fait, le principe de l'orgue de Barbarie, c'est que dans des cartons perforés, par les trous, ça laisse passer la musique dans tout ce qui nous enchante. Donc, moi, je ne vois pas ça comme un mur. Après, comme je disais tout à l'heure, que ça fait partie aussi de mon travail, que tout est très ouvert. Donc, si vous dites que ça vous fait penser à un mur, ça vient avec quelque chose que vous amenez vous. Moi, j'amène plutôt, je pense, cette idée des sons qui peuvent passer d'un côté à l'autre. Ça fait que quand, à l'entrée de l'exposition, on peut sentir une présence de cette autre vidéo qui s'appelle After 3 Minutes, où on voit les lumières à travers. En fait, j'ai conçu tout cet étage ici de l'expo. Il est très basé sur la musique. C'est soit des partitions, soit des instruments musicaux, mais ça ne produit pas de son. Donc il est suggestif au son et à la musique, mais c'est plutôt des présences physiques et visuelles. Alors, il faut expliquer que Henri Sala, si je ne me trompe pas, vous avez pratiqué le violon de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, c'est peut-être pour ça que derrière vous, par exemple, il y a une installation avec des partitions. Ce sont des partitions de quoi? Ça, c'est une collaboration que j'ai faite avec un ami artiste et compositeur, Harry Benjamin Myers. 1395 Days Without Red. C'était une multi-collaboration. C'est basé sur un projet avec un artiste de Sarajevo, Sheila Kameric, et c'est un film que j'ai fini en collaboration avec Liria Bejeja. C'est l'expérience pendant le siège de Sarajevo. Le siège de Sarajevo, ça a duré 1395 jours, dans le titre du film 1395 Days Without Red. Et les gens, ils étaient conseillés de ne pas porter du rouge, des vêtements rouges, parce que ça attirait l'attention des snipers. Et dans l'histoire de ce film, il y a un personnage qui est musicienne, qui traverse la ville comme tous les jours pour atteindre l'endroit de la répétition. C'est très connu que l'orchestre de Sarajevo, ils n'ont pas arrêté leur programmation pendant ces 4 années de siège. Donc ils ont continué à répéter, ils ont même perdu des membres, comme le reste de la population ont siégé dans la ville. Et ce qui l'aide à traverser cette ville, c'est la musique qu'elle va répéter. En fait, c'est basé sur Pathétique de Tchaïkovski. Elle fredonne les airs de Pathétique du premier mouvement, mais comme elle doit courir, s'arrêter selon le danger dans les carrefours, donc ça influence la façon comment elle respire. Et le fait que sa respiration devient très régulière, ça influence la façon comment elle chante la mélodie. Donc, d'un coup, cette irrégularité de sa respiration, qui vient d'un contexte géopolitique, elle influence la façon comment nous, en tant que spectateurs, on entend ce qu'elle fredonne.
Donc ici, ce que vous voyez, c'est ces moments, c'est une partition pour quelqu'un qui fredonne, accompagné par des instruments. Et il y a 3 versions différentes de la façon comme la partition est dépliée dans l'espace comme une sculpture. On peut la jouer en marchant, par exemple. Et dans la première, c'est que les plis, elles représentent une mesure de musique. Dans la deuxième, ils représentent une durée de temps de 10 secondes. Et dans la troisième, ils représentent la durée d'une respiration. Donc, comme vous voyez, dans la troisième, on voit que la respiration, elle n'est pas régulière, elle est irrégulière. Et ça, c'est à cause de l'impact de la peur, le fait qu'elle doit courir, le fait qu'elle doit rattraper son souffle. Voilà. Henri Sala, vous pensez que l'art contemporain doit toujours être assorti d'explications? Parce que si vous n'aviez pas expliqué tout ça, eh bien, on aurait juste vu une série de partitions posées les unes à côté des autres. On aurait pu avoir de l'émotion aussi. Mais là, après ce que vous racontez, c'est encore plus beau. Est-ce que vous pensez qu'il faut toujours des explications? Non, je ne pense pas qu'il faut toujours. Après, ça dépend beaucoup des idées, des œuvres, des pièces. Je pense qu'une pièce ne doit pas développer dans son propre entité l'explication de soi-même parfois. Donc le fait que vous êtes curieuse de savoir qu'est-ce que c'est ça suffit peut-être que cette présence, cette partition qui n'est pas anodine, qui est anodine, qui est un peu différente du reste, elle vous pousse à savoir plus. Mais à la fois, ça peut être aussi comme ça et ne pas forcément susciter le besoin de l'explication. Je voudrais que vous nous expliquiez cette petite pièce qui est en bas avec cette petite clé comme une boîte à musique finalement et une loupe derrière. C'est une boîte à musique qui est un peu la sœur qui joue effectivement Should I Stay or Should I Go des Clash. Je dois dire que Should I Stay or Should I Go c'est une chanson très punk. Donc une boîte à musique notamment, elle ne peut pas reproduire le côté punk d'une chanson, mais juste le côté mélodique de cette chanson. Donc à la fois c'est une pièce qui a été faite actuellement, il y a quelques années. Donc elle est posteriori Should I Stay or Should I Go, mais par sa mélodie, elle nous amène dans une période qui anticipe et qui précède la période punk. Et vous demandez au public en de fait, regarder. les gens, regardez, mais ils peuvent aussi le jouer, comme peut-être vous l'avez. Donc ils peuvent jouer. Et puis, comme il y a les 2 vidéos qui jouent, les gens, ils peuvent essayer de rajouter cette troisième, et ils peuvent essayer de se synchroniser avec le film ou de jouer en contretemps avec le film. Alors, il y a dans cette exposition au pavillon Rubinstein la pièce qui a représenté la France à la Biennale de Venise, Ravel Unravel, qui est une pièce extraordinaire. Je voudrais que vous nous l'expliquiez. Ça joue beaucoup sur le mot, ça joue aussi sur le mot de compositeur Ravel. On voit 2 vidéos qui se superposent, plus une autre jeune femme, Digi Chloé, qui joue de la musique. Expliquez-nous cette pièce. C'est une idée qui est basée sur l'idée de l'interstice, en fait. J'étais intéressé de produire un espace entre 2 exécutions du même concerto pour la main gauche et orchestre, commissionné par Paul Wittgenstein, qui avait perdu son bras, sa main droite pendant la Première Guerre. C'est une œuvre que Ravel a composée pour lui, il faut expliquer, et orchestre, pour la main gauche. Pour la main gauche. Il faut savoir, Paul Wittgenstein, parce qu'il avait aussi les moyens financiers, il a commissionné d'autres compositeurs, notamment Prokofiev, Strauss, et d'autres pour composer pour lui, parce qu'il n'a pas voulu arrêter la musique, jouer Et moi, ce que j'étais intéressé, c'est comment à partir du même concerto, mais qui seraient 2 exécutions différentes, interprétations de 2 pianistes différents, Louis Lortie et Jean-Eflin Bavouzet, ça produit cet interstice, ce décalage entre les 2. C'est quand il y a un qui est en avant, l'autre il est en retard, après il se rattrape, après celui qui est en retard il passe en avant. Donc ça produit tout le temps un espace entre les 2, qui est un espace temporel, mais qui, dans le fait que les 2 performances sont jouées simultanément dans l'espace de l'exposition, ça se traduit dans une perception d'espace. Parce que chaque fois qu'une note, vu que chaque note est jouée 2 fois par les 2 pianistes et les 2 orchestres, mais pas forcément en même temps, ça produit ce sentiment d'écho. Donc ça produit de l'espace là où elle ne l'aurait pas été. Dans le cas de Unravel, que c'est un travail que j'ai fait avec Chloé,
J'ai demandé à elle, autant qu'avec son talent, ses capacités à la fois de sa personne, de sa personnalité, mais à la fois de DJ, de faire le contraire, c'est-à-dire de réduire, d'annuler cette différence des deux performances par les deux pianistes et les deux orchestres pour qu'on retrouve le Ravel d'origine. Évidemment, c'est un peu surhumain, c'est presque impossible de réussir ça tout le temps, donc il y a des moments où elle réussit et d'autres où elle ne réussit pas. Là, on a Chloé avec ses deux mains qui essaie de réunir ensemble deux mains gauches. Donc le fait que même quand elle réussit à unifier les deux exécutions de Ravel en un seul Ravel, même là, désormais, c'est l'écho de l'espace du pavillon qui vient se rajouter. C'est formidable. Je pense que le public israélien va être vraiment subjugué par cette pièce. Vous jouez beaucoup sur les titres, et on va terminer là-dessus, Henri Sala, parce que finalement, vous avez appelé cette exposition, votre première exposition solo ici, No Name, No Title. Pas de nom, pas de titre, alors qu'en réalité, il y en a. Pourquoi ? La question m'était posée à peu près quand il y a eu le dernier conflit à Gaza. Et j'avais lu quelque part le fait qu'une société de droits d'homme israélienne voulait passer un message à la radio par rapport à juste en mentionnant les noms des enfants, sans message, sans narration, sans raconter juste les noms. Et je pensais que c'était... et le fait que après c'était censuré, c'est-à-dire qu'il y a eu un common silencing. Donc il y a eu cet moment d'une autorité qui a décidé que ça ne devrait pas passer, même si ça ne contenait pas un message en plus. Et je trouvais ça, le fait que je devais donner un nom à une expo en même temps, dans le même contexte, quand il se passait ce moment de censure de nom, je trouvais que ce n'était pas très approprié. Donc je me suis dit que, puisque c'est concurrent, c'est en même temps que ça se pose cette question, c'est au même endroit. J'ai décidé que ça s'appelle No Names, No Title. Je pense que l'idée des noms, c'est aussi quelque chose à la fois très beau aussi dans la poésie, aussi qui concerne l'histoire du peuple d'Israël et l'idée que, parce que de toutes les victimes qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale et que c'était très important le fait que les gens ils portent un nom et que ça leur appartient. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été quelque part, qui est venu le triggering. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose d'anecdotique, du tout, c'est quelque chose qui laisse aussi une ouverture. Ça pose la question aussi sur les titres de cette expo. En fait, selon les contextes, des titres peuvent prendre d'autres ampleurs. Unravel, ça veut dire faire l'amalgame. Ça peut faire ça peut faire essayer de unifier les deux Ravel, mais ça veut dire aussi unraveling a situation, décortiquer quelque chose. After 3 minutes, ça veut dire quelque chose par rapport à cette vidéo, mais ça veut dire aussi after 3 minutes, qu'est-ce qui deviendra dans 3 minutes. Donc tout est tout comme le clash, clash. Donc il y a toujours moi j'aime bien ce côté un peu comme une fuse harmonique, comme qu'un titre il peut grandir ou se réduire selon un contexte et selon les gens qui le lisent. Merci beaucoup Henri Sala de nous avoir accordé un peu de temps, juste voilà, quelques heures, quelques jours avant votre vernissage. Vous avez dit en ouverture que ce n'était pas politique, c'est quand même sacrément politique. L'expo ? Oui, le titre quand même. Un titre. C'est pas, non, c'est juste, je c'est pas politique dans le sens que c'est pas les noms, c'est le silencing, c'est quelque chose par rapport à, en fait, je reproduis quelque chose qui a eu lieu. Vous portez un regard sur la situation du pays De toute façon, tout ça, c'est le fait que je suis ici, ça aussi veut dire beaucoup. Ça veut dire que je suis ici, que je fais cette expo, que je crois dans le public. Est-ce que c'est une majorité, c'est une minorité qui s'intéresse à cette expo? Après, c'est comme tous les pays, ça peut dépendre. Mais vos le fait que... en France, pourquoi tu es venu en Israël, tout ça, non? Moi, je suis venu ici aussi pour déjà, personne ne me l'a dit, en ce qui me concerne, mais c'est quelque chose que, quand on fait une expo, peu importe que ce soit
ici, partout, pour des raisons très différentes, parfois politiques, parfois financières, parfois on ne se sent pas bien de faire une expo très chère dans un pays très pauvre, par exemple. Donc les questions sont très larges, ce n'est pas seulement politique, ça peut être... quand on décide quelque chose, on réfléchit chaque fois. Les choses ne se font pas gratuitement sans y réfléchir. Pourquoi? Et ici, le fait que j'avais enseigné avant, j'ai rencontré les gens, je crois beaucoup dans le dialogue et je crois aussi que quand on invite les gens et quand on pose les questions, on doit avoir aussi la force d'écouter une réponse qui n'est pas forcément celle qui nous met le plus à l'aise, mais c'est quand même la réponse de quelqu'un qui est là à côté de toi. Merci beaucoup Henri Sala voilà, pour ces quelques moments accordés juste avant cet accrochage. Merci. Plaisir, merci beaucoup.